Il est 8h33 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Alain Boer. Bonjour. Alain Boer, vous êtes professeur de criminologie au Conservatoire des Arts et Métiers. Vous êtes spécialiste des questions de sécurité, de défense. On va revenir bien sûr ce matin sur ce qu'il s'est passé cette nuit, mais aussi sur la stratégie de maintien de l'ordre. Le nombre d'interpellations, on l'apprend à l'instant, ce sont 667 interpellations. La propagation également à de nombreuses villes de France. Je voudrais d'ailleurs qu'on commence tout de suite par un témoignage que l'on a reçu ce matin sur RMC et qui montre à quel point, par rapport à hier où le nombre de villes qui étaient déjà élevées était malgré tout relativement resserré. On va entendre dans un instant le témoignage de Guillaume qui habite à Podensac. Podensac, c'est 3000 habitants. On a eu également le témoignage de Jérôme qui, lui, était à Limoges, qui s'est fait caillasser cette nuit. On a l'impression que toutes les villes, y compris Marseille, qui étrangement, Marseille n'était pas, par exemple, dans les émeutes de 2005. Marseille a basculé cette nuit. Est-ce que ce matin, d'après les informations qui vous remontent, on peut dire qu'il n'y a quasiment pas de territoire en France qui ait été épargné la nuit dernière ? Oui, c'est un phénomène d'expansion assez classique par ailleurs, hein. Soit les événements sont concentrés sur un endroit, un moment et un événement, soit il y a un phénomène d'extension lié à la nature, l'ampleur de la tragédie, l'émotion publique, la possibilité pour l'opinion de s'identifier à la victime ou aux conditions dans lesquelles un événement s'est produit. Et au tout début de ceci, sur votre chaîne d'ailleurs, j'indiquais que le classique de cette affaire se limitait à deux options. Une option 3 jours, 3 nuits, assez concentrée, ou une option un peu plus longue et un peu plus étalée, qui ressemblerait à 2005, mais en beaucoup plus intense et en beaucoup plus concentrée. Concentrée dans le temps, mais pas dans la gravité et la dureté des événements. Donc nous sommes plutôt dans l'option 2, c'est ce que le renseignement avait anticipé, c'est ce que le gouvernement avait anticipé, ce qu'il n'avait pas anticipé. Parce que, je veux dire, autant la nuit dernière, oui, on voit, il y a eu 40 000 forces de l'ordre qui ont été déployées dans toute la France. La veille, il y avait 2000 policiers à Paris, ils n'avaient pas vraiment anticipé. Du deuxième jour. C'est ça, le premier jour, c'est la découverte de l'événement. Oui, enfin, pas échappé, mais disons que, comme tout le monde, on jauge l'ampleur de l'événement. Vous avez assez rapidement compris, en édition spéciale ici, en montrant ce qu'était la nature et la gravité de l'événement, que évidemment tout ceci n'allait pas se limiter à une manifestation symbolique à Nanterre. Et je dirais même, et heureusement d'ailleurs, puisque la mort d'un individu pour un délit routier, sauf quand on fonce dans les policiers, c'est-à-dire quand on est dans la tentative d'homicide, ne nécessite jamais ce qui s'est produit. C'est inacceptable, c'est inexcusable. Non, je ne dis pas ça. Alors, j'enseigne la criminologie. Dans la criminologie, il y a le droit pénal et la présomption d'innocence. Je ne le raconte pas seulement qu'à mes étudiants, je me l'applique à moi-même. Mais j'ai beaucoup apprécié l'intervention hier sur votre chaîne de l'avocat du policier qui a déterminé exactement les conditions dans lesquelles on peut dire et ne pas dire des choses. Techniquement parlant, la faute des deux policiers est grave. Et s'ils avaient été des étudiants ou s'ils avaient été en exercice, on leur aurait pas mis la moyenne. Ce qu'ils ont fait n'est ni bien fait, ni correctement fait, ni réglementairement fait. Point. Cette partie-là, c'est-à-dire la première interpellation, entre guillemets, le refus d'obtempérer, le quasi-délit de fuite, et la deuxième qui est la pire de toutes, parce qu'on ne peut pas se coucher sur un capot ni s'encastrer dans un véhicule en considérant les risques qu'on prend soi-même et les risques qu'on fait prendre aux autres. Pour le reste, la nature du tir elle-même est le sujet. Et c'est ce qui est inexcusable et inacceptable, c'est l'éventuelle transformation de ce qui s'est produit en un mensonge virtuel. Alors je dis virtuel parce que hier, Maître Liénard a expliqué qu'en fait, il n'y avait ni déclaration ni procès-verbal qui aurait créé ce mensonge. Donc, dans l'attente de la vérification en question... Je vous propose qu'on écoute directement l'avocat lui-même, qui, effectivement, comme vous le dites, était sur BFM TV hier. Évidemment, il s'est ému de la mort de ce jeune homme. Les premiers mots qu'il a prononcés, c'était pour dire pardon. Et les derniers mots qu'il a prononcés, c'était pour dire pardon. Pardon à la famille, pardon à ce gamin. Évidemment, il est dévasté, il ne se lève pas le matin pour tuer les gens, loin de là. Il n'a pas voulu tuer. Il n'a vraiment pas voulu tuer. En revanche, c'est une chose de regretter d'avoir tué quelqu'un. Et c'est une chose de se dire, j'aurais pu faire autrement. Et aujourd'hui, mon client, il dit, j'aurais pas pu faire autrement. Parce que j'étais dans une situation où j'étais vraiment contraint de le faire.
Dirait-il la même chose s'il n'y avait pas eu l'image ? Je ne sais pas, et c'est un peu le problème. Moi, je suis pour que les policiers portent des caméras en permanence, tout le temps, de manière systématique. Alors, il y a, paraît-il, un défait technique, c'est que les motards ne pourraient pas porter de caméras. Il s'agissait de motards, en l'occurrence, oui, d'ailleurs. Ils ne pourraient pas porter de caméras parce que leur équipement serait incompatible. Il est largement temps que le ministère de l'Intérieur et les policiers comprennent une bonne fois pour toutes que les caméras sont partout. Et que s'ils veulent se justifier, il faudra qu'ils les portent tout le temps, en permanence, et qu'ils arrêtent de vouloir dépasser le sujet, faire croire qu'elles sont en panne technique ou qu'il n'y a pas de solution au problème. Ils sont en train véritablement de se suicider politiquement, réglementairement et vis-à-vis de l'opinion publique, en essayant désespérément d'échapper au regard des citoyens et des autres. Il y a beaucoup de choses qu'ils font qui sont justifiables et pour lesquelles ils sont poursuivis à défaut, ou mis en cause, ou agressés. Il y en a d'autres où ils sont coupables et responsables de leurs actes, et s'ils veulent pouvoir les justifier, il faut que tout soit justifié en permanence. Tant qu'ils n'auront pas compris ça, eh bien nous serons toujours dans cette situation du doute, et donc le doute ne leur profite pas. Le jour où ils auront enfin compris ça, et c'est valable aussi pour le RIO, le numéro d'immatriculation qu'ils doivent régulièrement porter, ils nous disent effectivement qu'ils n'étaient pas vraiment lisibles, ou qu'ils n'étaient pas vraiment là. Il faut que les organisations syndicales et le ministère de l'Intérieur, la direction de la police nationale comprennent que leur intérêt, leur reconquête de la confiance, leur capacité à travailler dans de bonnes conditions passe par ces respects de ces obligations et développement de ces conditions naturelles d'exercice de leur travail dans un espace où les caméras sont partout. Voilà, les choses sont très claires. Alain Boer, voyons maintenant ce qui s'est passé cette nuit et si les forces de l'ordre étaient effectivement proportionnées. Question également pour les jours à venir. Mais je vous l'évoquais, ce témoignage ce matin, Podensac. Podensac, c'est dans le sud de la Gironde. 3000 habitants, voilà ce que raconte Guillaume. Mais en arrivant chez moi, j'ai croisé des voisins qui étaient dehors et tout. Toutes les poubelles étaient renversées. Après, ils ont tiré au mortier sur la gendarmerie, à Podensac. Ouais, on est une petite commune, donc c'était une dizaine de jeunes apparemment. Et ils ont essayé de tirer au mortier sur la gendarmerie. Ils ont tout renversé dans les rues, les poubelles, machin. Donc moi, ma femme, en fait, quand je suis rentré, elle était réveillée et tout. Elle a entendu des grands booms. Elle pensait que c'était un feu d'artifice qui était pas loin. Parce qu'honnêtement, nous, dans notre commune, j'aurais jamais cru qu'il aurait pu avoir ça chez nous, quoi. Guillaume qui a eu le réflexe d'appeler le 3216 le standard d'RMC. Je n'aurais jamais cru que ça puisse arriver chez nous. Oui, mais pourtant, ça arrive déjà partout. La carte du trafic de stupes, c'est la France entière. C'est pas les grandes villes et les banlieues. C'est les petites et moyennes villes. C'est même des agglomérations ridiculement petites. L'idée générale que tout ça est un grand jeu, que nous sommes dans une télé-réalité permanente, que c'est une TikTokisation de la révolte, de l'émeute ou du feu. Je me suis contraint de regarder beaucoup de jeunes filleuls, enfin d'un âge adolescent à un peu plus élevé, et donc je regarde ce qu'ils regardent. Et la version TikTok et les autres réseaux sociaux. Et je découvre avec intérêt et stupéfaction qu'on est passé de la révolte, la hargne, la rage, à la joie, au fait que tout ça est amusant, que c'est rigolo de brûler une bibliothèque, brûler un bus, on entend, attaquer alors, un puisque commissariat. vous faites référence à TikTok, et c'est vrai que c'est important aussi de voir comment ça se diffuse, les lives TikTok, comme on dit, c'est-à-dire ces images prises en direct par certains des émeutiers qui filment en direct ce qui se passe. On les entend en effet beaucoup rire. Oui, c'est fun. Rire des moments où les cocktails explosent, où les feux prennent, où les voitures parfois tentent de rebrousser chemin. Oui, et en 2005, par exemple, les événements se démultipliaient après le journal de 20 heures où le bilan de l'année, il y avait une sorte de compétition du feu de véhicules. Aujourd'hui, c'est en direct, en live. Et donc, tout ceci amène à une accélération des événements et à un côté grand jeu, grand moment de plaisir et de joie, y compris quand on brûle la bibliothèque municipale historique de Marseille, qui est un petit joyau local, sous le regard halluciné tous les autres. Mais pour eux, tout ça, il n'y a plus de conséquences, puisque nous ne sommes plus dans un univers réel, mais dans un univers devenu totalement virtuel. Et pour autant, en effet, comme vous le dites, ça n'est pas virtuel. J'en veux pour preuve plusieurs témoignages également, là encore sur RMC ce matin, d'habitants qui, certains dans la région de la banlieue de Lyon, d'autres dans la région de Lille, nous ont dit avoir vu des armes à feu. C'est-à-dire ces jeunes ne se promenaient pas juste avec des cocktails Molotov, qui évidemment sont déjà une forme d'arme, mais avec des véritables fusils d'assaut pour certains. L'un d'eux, Didier, qui est dans la région de Lille, nous dit même avoir vu ces jeunes cachés
caché un certain nombre de fusils, avoir fini par lui-même appeler la police pour qu'il puisse trouver ses armes. Didier qui précisait qu'à 40 ans, il faisait partie normalement de ces jeunes-là en 2005. Il dit c'est là que la nature de ces émeutes a changé. Est-ce que ça, vous pouvez nous le confirmer ce matin? Alors, elles sont plus intenses, elles sont plus jeunes. Elles sont à un moment beaucoup plus difficile à gérer puisque les collégiens et les lycéens sont ailleurs, puisqu'il n'y a plus d'école. C'est un moment où l'encadrement social, les activités ludiques, les activités de l'été n'ont pas encore commencé, où une partie de ceux qui devaient partir en vacances ne sont pas partis encore en vacances. Donc c'est une concentration et une configuration particulièrement dangereuse.